Messieurs et dames, nous assistons à une sorte de remue-ménage, ou mieux, à une redistribution des cartes au sein de l'échiquier politique congolais. Mais la question que l'on devait se poser est celle de savoir, y a-t-il une crise en République démocratique du Congo? Si oui, cette crise serait de quelle nature? Et quelles sont les pistes de solutions plausibles et possibles à cette crise? Messieurs et dames, c'est un réel plaisir de vous retrouver dans cette nouvelle aventure des enjeux. Bienvenue. Pour en parler, nous avons fait appel à un homme qui a traité toutes les crises congolaises depuis 1860, que je vous invite à découvrir tout à l'heure dans Eche Homo. Banza Malale Makuta Gabriel. Banza Malale est avocat au barreau de Lubumbashi dans le Haut-Katanga. Il a été avocat du collectif des avocats de Joseph Kabila aux contentieux électoraux de 2006. Il est professeur aux facultés de droit d'université. Banza Malale Makuta Gabriel est le président national de l'Alliance des Patriotes pour la réforme de l'État du Congo APRECO, un parti sociétaire du FCC. Professeur Banza Malale, bienvenue. Merci John. Très heureux de vous revoir en début de cette année 2021. Nos meilleurs vœux. À vous autant, merci. On ne restera pas debout, on s'installe tranquillement. Encore une fois, bonne année, professeur. Bonne année, toutes les bonnes choses, que Dieu vous comble infiniment. Je crois qu'on devait d'abord commencer par planter les décors. Vous êtes l'homme qui a étudié, examiné les crises congolaises depuis 1860, n'est-ce pas? 1860, à nos jours. Une étude des fourmis, un travail des fourmis. Ça vous a pris combien d'années comme ça? En général, c'est 22 ans des recherches, parce que ce n'était pas facile de trouver la documentation. Celle-ci ne se trouvant pas dans nos bibliothèques, on a dû essayer, depuis le deuxième graduat, de ramasser les documents que l'on jette, que l'on vend le long des routes, comme emballage où on cache, où on empaquette les petits produits que l'on mange le long de la route. Ainsi donc, on avait une vocation de réaliser quand même le Congo c'est quoi, et nous sommes arrivés à découvrir comment le Congo avait été conçu, comment il avait été matériellement constitué, formellement constitué, même fonctionnellement constitué depuis à nos jours. Fonctionnellement constitué depuis à nos jours. Présentement, nous assistons à des soubresauts sur l'échiquier politique national. Alors, professeur Banza Malale, y a-t-il une crise en République démocratique du Congo? Oui, la crise s'observe à tous les niveaux parce que la vie devait être fluide. La vie du Congo, en cette date ici, devait faire déjà du Congo un État émergent par rapport à sa vocation de devenir la grande puissance géostratégique et géopolitique du monde. Mais l'on se rend compte, il y a la cacophonie au milieu politique. Le citoyen congolais ne se retrouve pas, il est chosifié, tout est au point négatif, en dessous de la cote de zéro. Donc, cette crise, elle est indescriptible. Indescriptible parce que l'homme congolais, l'intellectuel congolais,
ne semble pas être responsable par rapport à la mission qu'est la sienne. Une crise indescriptible, c'est vrai, mais je ne parviens pas à vous saisir. Quelle est la nature profonde de cette crise? Oui, je m'excuse, il ne faut pas être très téméraire. J'ai fait l'étude pour examiner les aspects juridiques dans les enjeux des crises congolaises. Donc, j'ai circonscrit la naissance du Congo ou bien la conception du Congo, sa naissance dans les concerts du droit, dans l'atmosphère du droit, le droit volontariste, le droit conventionnel, au point où, toutes les fois que les accords, les conventions ont été violés, dans le temps et dans l'espace, ça donnait aux crises ou à des crises de même nature, depuis jusqu'à aujourd'hui. Et ce que nous vivons, c'est la conséquence exacte de violation de ces conventions-là. Et les des textes conventionnels. Quand vous les violez, rassurez-vous, il y a une crise dans un sens ou dans un autre. Léopold II en a vécu, l'État belge en a vécu, et nous-mêmes, nous en avons vécu aussi. On a parlé de la nationalisation, la zarianisation. On a parlé du contentieux entre guillemets belgo-congolais, un contentieux dont on ne connaît pas le contenu, la nature et les effets. Alors que ce contentieux s'appelait tout simplement le contentieux congolo-communauté de puissance. C'est-à-dire il y a un conflit permanent entre les puissances qui avaient conçu le Congo pour avoir investi au Congo leurs capitaux moraux, intellectuels, matériels, financiers dans le Congo. Le Congo était leur chasse gardée. Non, moi je ne raisonne pas comme ça. Quand vous lisez les documents authentiques, le Congo était conçu comme un État humanitaire. Et à ce titre, il devait servir de point de départ pour l'humanisation de la vie en Afrique, pour essayer de délivrer l'homme africain de tout contingentement à la fois naturel et politique. Et politique, cette fois-là, c'est de la colonisation. Économique, cette fois-là, c'est de l'exploitation de l'homme. Au lieu d'exploiter l'homme, il faut exploiter la nature. Ceux qui pensent comme tel, ce sont des scientifiques, ce sont des savants, ce sont des génies d'Europe et des États-Unis. Donc, il faut faire la différence entre les privés et les publics. Les États d'Europe avaient cette vocation politique, coloniale, celle d'exploiter le Congo, l'Africain en général, sans en épargner le Congolais. Et alors, mais les peuples de ces États-là, parmi eux, on trouve les scientifiques, les savants, les génies, qui se mettent dans l'antithèse de la politique de colonisation des peuples d'Afrique. Donc, il ne faut pas faire la confusion. Moi, j'ai appris à faire la différence. Là où on attaque les États, il faut faire la différence avec les peuples, c'est-à-dire les privés qui ont eu à concevoir le Congo. Ils ne l'ont pas conçu dans le sens à faire de lui une chasse gardée, comme d'aucuns le disent. C'est la confusion qu'il faille bien relever d'ores et déjà. Professeur Banza Malale, vous l'avez dit, la cause principale ou les causes principales de toutes ces crises, donc toutes ces crises ont un dénominateur commun, c'est la violation des textes. Vous l'avez dit, il y a une énième crise actuellement en République démocratique du Congo. Cette crise ne fait pas l'exception. Elle obéit à la règle, elle obéit au principe des crises congolaises, bien sûr. Mais quels sont ces textes, quels sont ces textes qui ont été cette fois-ci violés pour que nous tombions dans cette crise? Mais avant tout, il faut que l'on relève. Ceux qui ont conçu le Congo ont voulu faire des peuples de l'Afrique centrale, des peuples du cœur de l'Afrique, une nation. Et quand je parle de ces peuples-là, il s'agit de tous les anciens États ethnies, les anciens États traditionnels de droit coutumier, le royaume Congo, royaume Cuba,
empire tel, empire... On les avait mis ensemble pour faire une nation, c'est-à-dire un État-nation, un État civilisé, au lieu d'être dirigé par la coutume, que l'on soit dirigé par le droit écrit, le droit moderne. Cette démarche a été faite, a été initiée. On peut aussi le dire. Cette démarche a été initiée en dehors du Congolais. Parce que des millénaires avant, le Congolais n'avait jamais émis l'initiative, le Congolais que nous appelons Congolais aujourd'hui, parce qu'il n'existait pas avant la conférence géographique de Bruxelles. Ce qui existe sur le territoire, ce sont les États-Unis, le royaume Cuba, le Congo, empire tel, empire, c'est ce qui existe. La mise en commun avec la lettre C de Congo, ça devient le fruit d'une intelligence des autres, ceux que j'ai qualifiés de savants, génies et scientifiques d'Europe et des États-Unis, qui réfléchissent pour dire nous devons nous occuper de ceux-là et leur donner une nouvelle civilisation, la civilisation moderne, la civilisation qui est susceptible de les rendre libres et indépendants, en rapport avec le Bill of Rights, c'est-à-dire les droits et libertés fondamentaux de l'homme, tel que fut le cas pour les États-Unis. Mais pendant un siècle, le travail effectué dans ce sens n'a pas connu une moindre participation du Congolais. C'est ce qui fait qu'en 60, 100 ans après, quand on nous donne le devoir de diriger le Congo lui-même déjà constitué en un État, par ailleurs indépendant, parce qu'on parlait déjà de l'État indépendant du Congo, mais abusivement. Non, pas abusivement, à juste titre. En quoi cet État était indépendant? Voilà, les conventions qui participèrent à la conception et à la constitution matérielle de ce Congo. Quand je parle de la constitution matérielle, la mise en commun de tous les États ethnies, par exemple, dont je parle, de tout le domaine territorial envisagé comme devant devenir un domaine stratégique, ce domaine-là était mis à l'abri de toutes les politiques d'appropriation d'un État d'Europe ou des États-Unis d'Amérique. Donc vous comprenez, c'est en quoi il était indépendant de toute politique d'appropriation, de toute politique de colonisation. Une indépendance telle que l'organisation et le fonctionnement de l'État du Congo devaient absolument être dictés par les règles conventionnelles qui mettraient d'accord, 1. Les États traditionnels d'un côté, 2. Les États modernes qui venaient pour nous accompagner dans la marche de cet État-là. C'est en quoi il devait être indépendant et il l'a été. Pendant 23 ans, on l'a vécu. On a tenté de s'en approprier par Léopold II, alors qu'on venait de lui donner le pouvoir le 26 février 1885 pour diriger le Congo. 5 ans après, on a trouvé que il a cédé au royaume. Pas qu'il a cédé, on l'a obligé de céder le pouvoir à un État en faveur d'un État qui pouvait remplir les conditions de fond et de forme. Et à l'époque, c'était la Belgique qui avait réuni toutes les conditions. Pourquoi toutes les conditions? Parce qu'au départ, la Belgique elle-même était un État neutre. Mais parce que neutre, ne pouvait pas faire du Congo une colonisation à soi, comme ça pouvait être la France par exemple. Il ne faut pas ignorer qu'il y avait déjà avant ça, en date du 24 avril 1885, un droit de préemption ou de préférence qui faisait que entre le Congo et la France, il y avait un accord pour que, au moment où Léopold II pouvait abandonner le pouvoir, il pouvait laisser le Congo entre les mains de la France. Donc pour vous dire que l'on a beaucoup de choses à apprendre, les choses que l'on ignore, qui constituent aujourd'hui une constipation dans la tête du Congolais. Et finalement, c'est ça la somme de toutes les crises que nous sommes en train de vivre. L'ignorance tue. La situation juridique du Congo n'est pas connue depuis jusqu'à aujourd'hui. Même en Belgique. Parce que nous ignorons beaucoup de la vraie histoire du Congo.
Oui, histoire, mais la situation juridique du Congo, d'où ça vient, vous êtes juriste, on dit donnez-moi les faits et je vous donne le droit. Or, les faits, s'ils sont mal présentés, le droit qui va en découler sera... Les prémices sont fausses. Voilà, donc c'est un peu là. En Belgique, déjà, le 7 août 1901, on crée une commission parlementaire dénommée section centrale pour examiner cas par cas la situation juridique du Congo pour connaître est-ce que la Belgique pouvait effectivement annexer le Congo à soi. Un État qui avait déjà été indépendant. Donc vous comprenez, cette question, les Belges qui étaient constitués en commission ont fait des recherches pendant 5 ans. Ils n'avaient trouvé aucun document fiable. Pourquoi? Parce que le roi des Belges effaçait les traces, il brûlait tous les documents précieux à mettre à la disposition du public belge. Cela est d'autant fort vrai que le 12 avril 1954 aux Nations Unies, une thèse belge est présentée pour dire que les Congolais n'ont pas d'intelligence. On disait, la thèse, elle était intitulée « La question des aborigènes ». C'est-à-dire, nous ne pouvons pas avoir l'indépendance. Nous ne sommes pas capables de diriger le Congo parce que nous en connaissons le contenu juridique. Mais avec les reculs, on réalise qu'il n'avait pas du tout tort. Il n'avait pas du tout tort. Les tenants de cette thèse. Non, il n'avait pas du tout tort. Vous avez raison de le dire. Parce que la Belgique s'est employée à cacher la vérité sur le Congo. La Belgique s'est employée à torturer la nature juridique du Congo pour dire que le Congo fut une propriété privée de Léopold II. Jusqu'aujourd'hui, on l'enseigne. Un enseignement qui est venu de la main de la Belgique. La Belgique fut une colonie belge. Alors qu'aucun État dans le monde n'a reconnu le Congo comme une colonie belge. Moi, j'ai des actes, des déclarations qui sont faites même par le Kiba, qui n'avait pas participé à la conception, le Nigeria, par des États qui avaient déjà reconnu que non, le Congo était un État indépendant et il ne pouvait pas être considéré comme une colonie. Or, en 60, notre combat, c'est un combat contre la politique coloniale. Certes, la Belgique, après nous avoir placé nous les Congolais, nous la nation congolaise, sous l'empire de sa politique, mais la Belgique n'a pas colonisé les capitaux des puissances privées du monde qui étaient dans le Congo, notamment dans le Katanga, les Grands Lacs et le Kivu. Donc vous comprenez que dans la constitution du Congo, il y a deux grandes composantes. La composante politique de la nation congolaise et la composante apolitique, celle qui comprend les puissances privées et les puissances privées financières et industrielles du monde qui avaient donné de leurs capitaux, comme je venais de le dire au début, investis dans le Congo pour que celui-ci devienne la puissance, la première puissance, la grande puissance géostratégique et géopolitique du monde. Mais parce que nous ignorons cette évidence, voilà, aujourd'hui, on traite le Congo comme on traite son village. Le Congo, on le traite comme on traite sa tribu. Le Congo, on le traite comme on traite sa nation. Alors que c'est une puissance, et cette puissance doit être le résultat d'intégration ou d'association de la nation congolaise en elle-même pour qu'elle devienne une puissance fiable vis-à-vis des autres puissances. Et celles-ci doivent être fédérées dans une autre communauté, mise ensemble. On fait la grande puissance. Figurez-vous quand vous avez l'avantage de gérer les capitaux américains, les capitaux japonais, les capitaux allemands, les capitaux français, anglais, tous ces capitaux du monde, vous les gérez ici pour des raisons de mise en valeur de nos potentialités naturelles, par ailleurs enviées par tout le monde, par ailleurs stratégiques. Mais le Congo devenait un pays où on ne cherche pas de l'emploi. Ici, nous sommes à l'ouest, où les travaux n'avaient jamais été entrepris avant 1960. Mais allez à Lubumbashi, par exemple, dans le Katanga, et vous allez sentir ce que était déjà le Congo face au monde. Il y a des quartiers entiers, et les quartiers entiers qui étaient réservés au Ouest africain,
qui était réservé à Bakowa, ce que l'on appelle aujourd'hui Kamalondo, c'est une zone qui était réservée au Westaf. Les Matongé de Lubumbashi. Oui, là où on trouve aujourd'hui les Michopo. Michopo, c'est la civilisation de l'Afrique occidentale. Oui. Donc, vous allez... On les appelle les Ouara. Voilà. Mais quand vous allez du côté Bel Air, il y a ce que l'on appelle le quartier Bakowa. C'était prévu pour accueillir ceux qui venaient de l'Asie. Donc, le Congo donnait de l'emploi à tout le monde. Beaucoup de Rwandais, de Burundais travaillaient dans les mines, à Kipushi comme à Lubumbashi, à Kolwezi. Mais ils y travaillaient sans gêner qui que ce soit. Parce que chacun avait déjà son employeur qui lui donnait une activité normale. Vous êtes agriculteur, l'agriculture vous donnait ce dont vous avez besoin pour survivre. Aujourd'hui, dès lors que l'on a arrêté cette machine de participation des puissances étrangères ici chez nous, et c'est le 17 juin 1960 que le Katanga est arrêté, à la suite d'une loi belge. Le 31, et plutôt le 27 juin 1960, c'est le Kivu et le Grand Lac qui sont arrêtés. Et donc vous comprenez, depuis, la crise a élu domicile. Lentement, l'État n'étant plus capable de fonctionner avec l'essence dont il a besoin. Elle s'est enracinée jusqu'à nos jours. À nos jours, et ça s'est ramifié pour atteindre la vie culturelle, la vie sociale, la vie économique, la vie politique. Et la vie politique aujourd'hui n'a pas de repère. Et parce qu'elle n'a pas de repère, conséquence, nous vivons ce que nous vivons. Si vous voulez avoir un emploi somptueux, faites-vous engager par exemple à la présidence. Faites-vous engager par exemple dans un ministère. Mais quand vous allez dans une société... Donc, commencez d'abord par adhérer dans un parti politique, voilà, qui a le pouvoir, comme c'était le cas avec les PPRD. Aujourd'hui, c'est l'UDPS. Merci et beaucoup. À partir de là, ça peut vous servir de tremplin. Merci beaucoup. Et ça vous sert de tremplin. Et la plupart viennent tromper la population. Nous allons donner alors qu'ils sont au service d'eux-mêmes. Ils appellent les gens pour qu'ils viennent les servir. Les servir et leur permettre que l'État sur la planche de la politique puisse leur donner les dividendes dont ils ont besoin. Voilà tout. Donc, professeur, cette crise, elle est essentiellement aussi une crise d'hommes. Parce que, comment expliquer que les FCC PPRD, qui a fait la pluie et les beaux temps dans ces pays, les Congo, s'il faudrait un peu remonter, je vois l'AMP, les 18 ans de règne de Joseph Kabila Kabange, mais à peine un mois où il y a eu cette secousse, nous commençons comme des rats qui sont en train de quitter rapidement un navire en danger. Nous commençons à remarquer que la maison FCC PPRD commence à se vider. Ça aussi, ce n'est pas une crise d'homme, ça. Je ne peux pas répondre à cette question dans la mesure où elle n'a pas encore fait l'objet d'une grande étude de ma part. Mais ce qui est vrai... ma question. Oui, non, je ne voudrais pas éviter. C'est de l'honnêteté scientifique. Je n'ai pas fait l'étude socio-politique de cette question-là pour que j'y réserve une réponse considérée comme objective, si pas scientifique. Une chose est vraie, partons des principes. Quand vous vivez aux dépens de la politique, rassurez-vous, la politique vous donnera aujourd'hui, le matin, et le soir, elle entrera en difficulté pour faire face à vos besoins. Nous connaissons, avant le PPRD, comme vous venez de le dire, des hommes politiques sous le Mobutu qui étaient en train de rouler carrosse. Quelques jours après, leur véhicule se trouve être... Il y avait des maisons dans toutes les communes de la ville de Kinshasa. Toutes les maisons commençaient à être vendues. Aujourd'hui, leur vie devient suffisamment précaire. C'est pour vous dire que c'est une erreur que de considérer que la vie de l'homme doit dépendre de la vie politique. La vie de l'homme doit dépendre de la vie de l'État. Et l'État, il faut lui donner le parfum de son odeur, l'essence de son existence. Et pour le Congo, la vie politique du politicien congolais ou de la vie politique du Congo dépend absolument de la vie apolitique. Et cette vie apolitique, elle est économique. D'abord. Elle est économique. Elle est scientifique. Elle est scientifique. Elle est humanitaire. Culturelle. Oui. Donc,
Dès lors que l'on sort de cette logique qui avait été conçue par les savants à l'issue de la conférence géographique de Bruxelles, parce que les enjeux poursuivis en ce temps-là, quand on crée le premier Congo, le Congo scientifique, que l'on appelait Comité d'études du Haut-Congo, allez-y comprendre, le Comité d'études du Haut-Congo. Et quand on parle du Haut-Congo aujourd'hui, parce que nous avons des connaissances, CHC. les connaissances obtues, on fait allusion au Zaïre. Je vous informe que c'est l'Afrique centrale, en suivant le parcours du fleuve Congo jusqu'en Égypte par rapport au fleuve Nil. La préoccupation était de chercher à trouver la source du fleuve Congo. Elle est où? On croyait qu'il y avait une connexion entre le fleuve Congo et le fleuve Nil, mais finalement c'était deux fleuves différents. C'est pourquoi on parlait du Haut-Congo à partir du Bas-Congo, c'est-à-dire de l'embouchure du fleuve Congo où on avait découvert le débouché du fleuve. Alors on cherchait d'où ce fleuve-là venait, et alors on parlait du Haut-Congo, c'est y compris toute l'Afrique de l'Est que l'on va appeler l'Afrique des grands lacs. Parce que quand vous êtes à l'Est, ce sont les lacs qui se succèdent. Et ça, on n'a pas connaissance de tout ça. La région des grands lacs. Tout à fait. Donc, c'est pour vous dire que nous avons beaucoup de choses à apprendre et à subordonner la vie politique à la vie économique de ce pays. Or, la vie politique est tuée à la veille de l'indépendance. Pendant que nous sommes en train de danser indépendance tcha-tcha-tcha. Et des bois. Et les autres disaient, voilà, ils sont en train de s'asseoir sur une coquille vide parce que les grandes machines... C'était un cadeau empoisonné. Ce n'était même pas un cadeau, c'était le fruit d'un combat politique mené par les pères de première indépendance. Non, mais la Belgique les considérait comme un cadeau, par conséquent empoisonné. Enfin, vous le dites, je n'ai pas encore trouvé que l'on disait que c'était un cadeau. Parce que le combat pour la délivrance de l'Afrique n'était pas un cadeau, c'était un droit. Toute l'Afrique, au nom du panafricanisme, devait être indépendant. Et les Congolais de la première génération avaient bien préféré que l'on puisse trouver l'indépendance à notre État. Donc ce n'était pas un cadeau. S'il était empoisonné, c'est peut-être que c'est un concept mal placé. Le Congo, on ne l'avait pas eu au moment où il fallait l'avoir. Crise d'homme, vous l'avez reconnu, mais vous avez évité d'aborder cette question parce que cela n'a pas fait l'objet d'une étude méticuleuse de votre part. Mais professeur, piste des solutions. Parce que nous commençons à atterrir, nous n'allons pas nous mettre à épiloguer sans proposer. Comment sortir de cette crise multiforme et de diverses natures dans laquelle s'enlise depuis des lustres, vous l'avez dit, la République démocratique du Congo? Oui, la grande question à l'issue de mes études, la grande question que soulève la constitution de cet État, la grande puissance, est appelée à devenir grande puissance géostratégique et géopolitique du monde, et ce, au 31 décembre 2098. Je dis bien au 31 décembre 2098, on avait préféré que le Congo arrive à entrer dans la phase finale de réalisation de sa vocation. Mais à condition que sa bonne gouvernance soit assurée. Cette question a été posée par le baron de Courcelles, le représentant, l'ambassadeur plénipotentiaire extraordinaire de France à Berlin, en date du 26 février 1885. Mais cette question de la bonne gouvernance, elle va être définie systématiquement à la suite des études menées par les savants d'Europe et des États-Unis pendant 7 ans et 13 jours à Bruxelles, du 18 novembre 1889 au 2 juillet 1906. On avait découlé, on avait ressorti les grands principes de la bonne gouvernance de l'État du Congo pour assurer, 1, la démocratie, pour assurer la représentation, pour assurer la participation et pour assurer l'équité et la justice dans la gestion des droits
et des obligations de nature souveraine à la fois à la nation, aux citoyens congolais, à la nation congolaise elle-même et aux puissances qui venaient participer à la mise en valeur de nos potentialités naturelles. Mais ces règles-là ne sont pas connues. Mais quand vous suivez les prévisions qui avaient été faites en son temps, à partir du 31 décembre 2011, on devait vivre une nouvelle étape, une nouvelle génération du Congo. Donc, les anciennes conventions à caractère amphithéotique de 99 ans arrivaient à leur expiration. Toutes les conventions, à partir du 12 mars 1990, c'est pourquoi vous allez voir, dans les jours qui suivaient, Mobutu va se retrouver être obligé le 24 avril de prononcer son discours. Parce que c'était l'expiration, le début de l'expiration de tous les accords d'autrefois. Et le dernier jour, c'était le 31 décembre 2011. Et vous allez voir, entre les deux périodes, il y a eu ce que l'on a appelé la transition ici chez nous au Congo. Et cette transition avait déjà été prévue. Pourquoi transition? Parce que le Congo était exposé à deux problèmes. Le premier problème, c'est celui de le voir survivre à l'échéance de ses premiers contrats. La deuxième problématique était quoi? Était de liquider le Congo, c'est ce que l'on a appelé comme en termes de balkanisation. Pourquoi? Parce que si le Congolais n'est pas mature, si le Congolais n'est pas capable de diriger le Congo, autant le liquider comme on a fait de l'Allemagne. Il est pendant, parce que c'est écrit. Et si nous persistons à demeurer dans des crises inintelligibles, artificielles ou politiques, rassurez-vous, ceux qui décident du sort du Congo prendront tout simplement la décision de le balkaniser. Et quand vous voyez à l'Est, il y a des crises à tout moment et ces crises sont liées aux violations massives des anciennes conventions. Et les conventions, quand on les conclut au Congo, rassurez-vous, il faut les respecter parce que c'est suivi. Et dès lors que c'est suivi, si vous les violez, vous ouvrez la porte d'une crise dont vous ne serez pas capable de gérer les effets. Donc voilà un peu ça, la période dans laquelle nous vivons. C'est une période d'examen pour voir si les autorités congolaises sont capables d'assurer la survivance du Congo. Mais sinon, on va le réduire à la petite dimension des petites provincettes comme on l'a fait pendant dans la constitution en vigueur. C'était pour que l'on habitue déjà les gens à vivre entre eux selon leurs intimités tribales, selon leurs intimités culturelles, pour que la balkanisation, petit à petit à pour que la balkanisation, oui, pour que la balkanisation ne soit pas difficile au moment de la prononcer. On prépare les terrains. On prépare le terrain. Et ça va être accentué ou encouragé par les crises politiques, notamment celles que nous vivons aujourd'hui. Et si le FCC a été créé, le FCC, c'est en quelque sorte, je le démontre, c'est le résultat d'associations de plusieurs regroupements politiques en un seul parti politique. C'est une première pierre pour la constitution de la puissance politique nationale. Si le FCC s'est attaché au cash, c'était pour constituer une deuxième pierre de la constitution de la puissance politique nationale. Si l'on ne s'entend pas, rassurez-vous, ce qui nous attend, c'est la balkanisation du pays. Ça, je le dis sans embâche. Mais le FCC Cash a donné lieu à une union sacrée. Tant mieux, si cette union sacrée vient avec un contenu matériel important, une valeur importante et des effets juridiques valables, rassurez-vous, on risque de rencontrer la pensée qui est poursuivie. Mais une question se pose. L'union sacrée, ça n'a pas de contenu. Jusque-là. Hein, Jusque-là. Mais on ne sait pas définir cette affaire. C'est une nébuleuse. Hein? Oui. Or, en lisant la Constitution dans son préambule, vous allez découvrir, on parle de la nécessité ou le devoir
de créer une puissance politique nationale, de créer un état de droit, d'asseoir ceci sur la démocratie, 1, politique, 2, économique, 3, sociale, 4, culturelle. Ces 3 sortes de démocratie ne sont pas examinées ni dans les salons scientifiques et académiques, ni dans les salons politiques. On s'occupe plus de la démocratie politique. Et dès lors que la démarche est celle-là, rassurez-vous, ceux qui suivent le Congo, je parle bien de puissance, vont se rendre compte que les Congolais sont distraits par des choses inutiles. La recherche du poste, la recherche de l'argent, la recherche d'être grand, les arrogants. Ils ne connaissent pas la grandeur du Congo et la vocation elle-même du Congo. Le Congo, c'est toute une machine destinée à devenir la grande puissance géostratégique et géopolitique du monde. Plus le temps va passer, plus les autres vont prendre des décisions, ils vont commencer à financer des rébellions comme on les a vécues pendant la période de la transition, jusqu'à nous foutre dans la merde où il sera difficile. Pensez à vous lire entre les lignes, il ne faudra rien attendre de cette union sacrée. Moi, je ne dis pas plus, d'autant plus que je dirais quelque chose si j'en connaissais le contenu. L'union sacrée, si ça s'identifie à cette puissance politique nationale prévue par le constituant de 2006, bravo. Ce ne sera qu'une dénomination qui poursuivrait cette fois-là cette approche. Ça sera cette sorte de bouclier face à l'impérialisme. Non, c'est-à-dire, on a besoin, au lieu de venir négocier des contrats importants pour la mise en valeur de potentialité de notre pays, au lieu de négocier avec des hommes qui sont au pouvoir et qui passent, il faut négocier avec la nation congolaise. Donc vous comprenez. Mais à condition que celle-ci prenne conscience de quitter sa nature tribale, sa nature ethnique, sa nature barbare ou primitive pour entrer dans l'État-nation. Et cet État-nation a besoin effectivement d'être défini sur des bases juridiques fiables pour que ceux qui viennent négocient pas avec les individus qui sont au pouvoir, mais négocient avec ceux qui mettent ces individus-là au pouvoir, c'est-à-dire le souverain primaire exprimé en nation. Malheureusement, à l'allure où vont les choses, l'union sacrée risque de ne pas atteindre le résultat parce que c'est le jour et la nuit par rapport à la vision du constituant de 2006. Mais l'union sacrée, beaucoup disent déjà, on reprend le même pour recommencer, mais c'est du FCC bis. Les mêmes causes risquent de produire les mêmes effets. Merci beaucoup parce que vous y êtes, je ne ferai pas de commentaires. Je ne ferai pas de commentaires. Et les mêmes causes vont produire les mêmes effets. Donc c'est-à-dire quoi? Le scientifique congolais doit encore réfléchir davantage pour savoir comment éclairer ceux qui dirigent. Il ne faut pas être fanatique. Il ne faut pas être déterminé à faire valoir des opinions qui n'ont pas de sens. Et le sens, c'est quoi? Ce sont des considérations compatibles avec la nature juridique du Congo. Un État conventionnel, soumis à des normes internationales sui generis. Vous allez comprendre que le Congo est État en Afrique, il est le premier, hein, mais on ne le sait pas. Quand on l'appelle État indépendant, en Afrique, il n'y avait pas un seul. Tous les autres actuels États africains étaient placés sous l'empire politique colonial. Donc, il ne faut pas que l'on se trompe. Et moi, je suis en train de vous proposer, parce que nous chutons, que l'on comprenne à partir du 31 décembre 2011, la marche de l'État devait être de quelle sorte? C'est ce qui nous manque aujourd'hui. Les autorités ne cherchent pas ça. Il faut un partenariat. J'ai trouvé ça au Japon, on me l'a rappelé. J'ai trouvé ça à Londres, par toutes les 4 et 5 conférences que j'ai tenues. J'ai trouvé ça aux États-Unis, j'ai trouvé ça même en Allemagne. Et finalement, on a besoin d'un nouveau partenariat entre les puissances privées du monde. Je ne dis pas les puissances publiques, hein, pas les États. Les puissances privées du monde aujourd'hui intégrées dans le Fonds monétaire international, dans la Banque mondiale, les clubs de Londres, de Paris par exemple, pour que l'on mette en place un ordonnancement juridique
susceptible d'assurer la marche effective du Congo, comme ce fut en 60, où on voyait déjà l'émergence de l'État du Congo. Avec un franc congolais, on achetait 2-3 dollars sur le marché. Le Congolais, quand il était commerçant, il ne se déplaçait pas pour aller à Dubaï. Il fonctionnait par le système de crédit documentaire. Alors que l'informatique n'était pas encore développée en ce moment-là, le Congo et le Congolais étaient fiables. Vous demandez à votre fournisseur qui est au Japon la marchandise dont vous avez besoin, on ne vous exige même pas l'argent parce qu'il y avait la garantie. La garantie, c'était l'État lui-même. Malheureusement, on a tout perdu. Aujourd'hui, pour acheter un bic, il faut prendre un avion pour aller en France. Vous comprenez un peu? Pour avoir un comprimé ici, c'est impossible. On est tombé si bas. On est tombé, non pas si bas, on est en train de mourir tout en respirant. On a atteint les fonds. On croit que parce qu'on respire, on est en vie. Il reste tout simplement de soupirer pour comprendre que l'État a abandonné ce qu'il devait être. Professeur Banza Malale, je n'ai pas en tout cas vu nos 3/4 d'heure passées. C'est allé si vite, mais avec vous, on doit toujours revenir et encore revenir. En quelques minutes, nous allons vraiment nous séparer. Merci beaucoup. Ce que je demande, que les autorités lisent pour comprendre. Si vous voulez cacher quelque chose aux Congolais, il faudra le mettre dans des livres. Voilà. Ça tient toujours. Oui, les gens ont cru que mes recherches, je les ai faites en Europe. Comme tout le monde se précipite à aller en Europe, mes recherches, je les ai faites ici. Et quelle est ma bibliothèque? C'était tous les documents que l'on vend le long de la route, que je constitue comme base pour avoir tout ce que je suis en train de dire. Le Congolais ignore tout. Et ce que je peux vous dire en peu de temps, que nos autorités s'arrêtent pour interroger la science objective. À quel niveau nous en sommes? Qu'est-ce que l'on attend par le citoyen congolais? Qu'est-ce que l'on attend par la population congolaise? Et qu'est-ce que l'on attend par les puissances qui sont appelées à venir avec leurs capitaux? Ils ont des capitaux qui sont en train de mourir, qui sont en train de pourrir, je voulais dire. Mais on ne sait pas comment venir les investir ici dans la mesure où l'environnement juridique n'est pas fiable. L'environnement politique est pourri. C'est composé des hommes qui sont dans la course pour la prédation du pouvoir. Donc vous comprenez un peu, c'est malheureux. Prions pour nous qui avons la foi que Dieu donne une bonne inspiration. Professeur Banza Malale, au revoir. Merci. Vous l'avez remarqué, à la fois historien et juriste, le professeur Banza Malale a essayé de remonter le temps pour nous faire comprendre que la République démocratique du Congo a toujours été au centre des enjeux depuis sa création. Car donc aux Congolais, nous devons nous réveiller, nous devons être responsables et vigilants pour que ces vieux projets de balkanisation ne puissent pas se réaliser. Je vous retrouve très vite dans une nouvelle édition des enjeux avec les mêmes et réels plaisirs. Au revoir.